Avec Militao et Rudiger qui se faisaient constamment aspirer par les joueurs du Barça et qui laissaient du coup un boulevard à chaque fois dans leur dos. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle analyse. Le Real Madrid a battu le FC Barcelone 2-1 dans le Classico de dimanche dernier. Ce Real a quitté la classe de maître Ancelotti pour passer en classe supérieure dans celle de Xabi Alonso. Ce Real est dans une nouvelle école et je voulais analyser tous les changements qu'il y a eu depuis la prise de fonction de Xabi Alonso et comparer un peu avec le Real 24-25, les différences. Donc j'ai rematé le Classico aussi de l'année dernière, le 0-4 pour le Barça. On va comparer tout ça, il y a plein de choses intéressantes à dire je pense. Sur le Real et sur le Barça, on va pas faire un focus que sur le Real, il y a aussi des choses que je voulais mettre en évidence sur le Barça. Bref, on perd pas plus de temps et on part directement sur l'analyse. Au niveau des compos, on savait pas trop à quoi s'attendre côté Real et on a eu ce double pivot Tchouaméni-Camavinga, un peu inattendu pour le coup, perso je l'avais pas vu venir. Sinon tout le reste c'est à peu près du classique, Hysén Militao en charnière centrale, Carreras à gauche, Valverde qui voilà on le disait, on le préchotait un peu avant cette saison du Real que sous Xabi Alonso, Valverde pourrait peut-être être utilisé plus comme latéral ou comme piston, on le sentait un peu venir. Bellingham est bien titulaire, Arda Güler aussi conserve sa place, Vinicius est à gauche, Mbappé en pointe. On verra que dans l'animation, le Real va pas du tout évoluer dans cette structure-là, mais ça, on en reparlera après. Côté Barça, la charnière centrale Eric Garcia Cubarsí, qui est celle qui donne à peu près le plus de satisfaction depuis le début de saison, même si c'est compliqué. Koundé à droite, Baldé à gauche, c'est du classique. De Jong, Pedri dans l'entrejeu, pareil. Lamine Yamal, Rashford sur les ailes, Ferran en pointe et Fermin Lopez. Vraiment côté Barça, on a l'équipe type. En dehors d'évidemment Chesney, voilà, ce serait plutôt Johan Garcia. Et peut-être Lewandowski, mais même pas sûr que Lewandowski soit titulaire cette saison devant Ferran. Ça fait un peu de temps que je réfléchis à comment commencer les analyses en évacuant un petit peu toutes les choses dans le match qui n'ont pas une énorme importance, mais sur lesquelles il faut quand même dire quelque chose. Et donc voilà, je trouvais ce truc de parler des faits divers. Donc voilà, on va appeler ça les faits divers à partir de maintenant. C'est les petites actions, les petits moments dans le match qui, bon, on va passer vite dessus, mais forcément on est obligé d'en parler. La première chose, c'est cette faute potentielle de Yamal sur Vinicius. Sur cette, je sais pas s'il y a péno ou pas, parce que c'est un type d'action que je connaissais pas. Il pose le pied, il touche pas le ballon. Vinicius shoot dans la jambe. De mon point de vue, c'est péno 60, ça doit être péno au minimum 60% du temps. Le vrai reproche que j'ai à faire sur cette action, sans épiloguer trop longtemps, c'est que la VAR n'a pas montré à l'arbitre ce plan-là justement. Le plan qui montre que Yamal ne touche pas le ballon. Ils lui ont montré que ces images-là, sur lesquelles, bah, vu que le pied de Yamal est derrière le ballon, on peut pas savoir ce qui se passe, et il a très bien pu croire que Yamal avait touché le ballon avant, ce qui simplifie beaucoup la décision. Et ça, je trouve que c'est pas normal, hein. C'est problématique de pas montrer toutes les images les plus importantes à l'arbitre lorsque la VAR intervient. Ensuite, sur le but hors-jeu de Mbappé, pareil, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup focalisés sur le hors-jeu. Moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'est qui fait la passe, parce qu'il me semble que c'est pas la même règle si c'est une passe remise par un Barcelonais. Du coup, j'ai été voir ce ralenti-là, et puis sur ce ralenti, on voit qu'en fait, Güler, il arrive à passer le pied en dessous, et c'est bien lui qui touche le ballon. Donc c'est bien lui qui fait la passe, du coup, il faut checker le hors-jeu. Et bon, voilà, hein, la chaussette d'Mbappé était hors-jeu sur le coup. Bon, ok. Et dernière petite chose, cette faute de Pedri là elle m'a vraiment choqué, ce tirage de maillot, donc bon on voit souvent des tirages de maillot, mais là il s'est acharné à un tel point à annihiler l'action, que franchement ce genre de faute là, petit débat, mais moi je serais pas choqué qu'il rouge sur ces actions là. Un peu à l'image du basket où il y a les... ça s'appelle des fautes techniques je crois, je m'y connais pas très bien en basket, mais je crois qu'il y a des fautes que les joueurs font et puis ils peuvent être sortis du match directement parce que c'est considéré comme une faute un peu trop grave. Ben là c'est pareil, franchement ce tirage je le trouve vraiment trop abusé. Allez c'est parti pour l'analyse, on va comparer l'animation défensive du Real en 2024 avec celle de 2025, on va voir qu'il y a pas mal de changements. Alors la première chose, en 2024, donc dans ce match en octobre 2024, le Real évoluait, bon la plupart d'entre vous si vous êtes férus de tactique vous le savez, le Real défendait systématiquement en 4-4-2. Il y avait une petite vanne à ce sujet-là, on parlait du 4-4-0, tant Vinicius et Mbappé étaient assez inutiles dans la phase de pressing sans ballon. L'un des gros défauts du Real sur ce match, hein, qui est quasiment à l'origine de tous les buts qu'ils ont encaissés, donc ils ont pris 4 buts, hein, ça a fait 0-4 pour le Barça, c'est la coordination des 4 défenseurs de la ligne de 4, avec une stratégie vraiment très bizarre, voire assez ridicule en fait. Avec Militao et Rudiger qui se faisaient constamment aspirer par les joueurs du Barça, et qui laissaient du coup un boulevard à chaque fois dans leur dos. Là ici ça va être sur le premier but, Casado va pouvoir mettre la balle tranquillement à Lewandowski dans l'axe, dans cette zone complètement délaissée par Militao et Rudiger. Il y avait des moves du Real vraiment très bizarres, la coordination défensive était très mauvaise.
et ça expliquait beaucoup des difficultés de cette équipe-là. Donc là, c'est sur le premier but. Donc on le voit, hein, cette structure en 4-4-2, 4 joueurs qui sont très loin de Casado, qui le laissent avoir tout l'espace, tout le temps pour voir dans la profondeur l'appel de Lewandowski, les deux centraux qui remontent, bref, catastrophique. Ça c'est un peu plus tard dans le match, hein, y a déjà 2-0 et là on voit, encore une fois, on voit Rudiger qui est venu très haut ici, et il y a de l'espace dans le dos, c'est hyper dangereux, c'est vraiment étrange de défendre comme ça. Là ici on voit encore Militao qui fait une pression sur Olmo, qui laisse un boulevard dans son dos, Rafinha va pouvoir partir dans la profondeur, ça donnera pas de but mais dangereux. On a Rudiger qui sort ici sur Lewandowski, mais là pareil, on a encore ce grand espace qui est laissé dans le dos, avec toujours Vasquez qui est trop bas. Ici encore sur l'action du 4e but, on a Inigo Martinez qui a tout le loisir de regarder devant lui, Militao qui on sait pas pourquoi est monté mettre la pression sur Olmo, mais du coup il laisse Rafinha complètement seul en 1v1 avec Vasquez. Bon Inigo Martinez il va pas se faire prier, il va envoyer Rafinha dans la profondeur, Rafinha va complètement manger Vasquez et marquer le 4e but du Barça ce jour-là. Donc un problème de coordination défensive du Real et un 4-4-2 qui marche vraiment pas, qui laisse des trous de partout et surtout des trous dans le dos des défenseurs centraux, ce qui est le plus grave dans le foot en fait. Cette saison, rien à voir. Le Real répond au 3-2-5 du Barça, le 3-2-5 qui est le schéma vraiment le plus moderne pour attaquer, par un 5-3-2. Voilà, vous n'aurez plus la largeur qu'on vous laissait, il y a la ligne de 5 du Real ici, et une ligne de 3 au milieu, une ligne de 2 devant, donc un 5-3-2 pour répondre au 3-2-5. Au niveau de l'animation offensive maintenant, le Real 2024, waouh, j'ai galéré pour trouver l'animation offensive du Real 2024 dans ce match contre le Barça, tellement ils ont été privés de ballon. Ce match c'était vraiment une boucherie, hein. Franchement, le 0-4 il est violent, mais c'était mérité, hein. Je dirais que le Real jouait à peu près en 4-3-3 ou en 4-1-2-3 parce que c'est cette structure-là que j'ai retrouvée 2-3 fois dans le match. Mais en fait, les moments de possession du Real où ils partent de leur camp et où ils arrivent à progresser pour attaquer sont tellement rares dans ce match. Honnêtement, sans exagération, je pense qu'il y en a peut-être 4 sur l'entièreté du match. Là, rien à voir, ça y est, le Real est devenu une équipe beaucoup plus moderne et c'est le 3-2-5. Et ce 3-2-5, il va poser énormément de problèmes au Barça. Parce que, évidemment, regardez la différence. Si on revient à la capture d'avant, quand le Real attaque en 4-1-2-3, eh ben, le Barça, par rapport à leur piège du hors-jeu, ils ont des yeux à voir sur uniquement 3 joueurs. Souvenez-vous, dans ce match, Mbappé, il a été sifflé hors-jeu 8 fois, et il y a eu 12 hors-jeu pour le Real, mais parce qu'en fait, pour la ligne défensive du Barça, c'est trop facile. Il y a tellement peu de solutions de passe pour les joueurs du Real vers l'avant, parce qu'en plus, la plupart du temps, en réalité, ils sont que 2 devant les joueurs du Real, qu'ils arrivent très bien à les suivre et à les mettre hors-jeu quand il faut. Là, maintenant que le Real se pointe en équipe moderne, avec cette ligne de 5 ici, là c'est beaucoup plus compliqué de gérer la profondeur. Là ici, on a Valverde qui va complètement embarquer Baldé avec lui pour le faire redescendre et bouger la ligne défensive du Barça. Et sur la passe d'après, du coup Baldé est plus bas que tout le monde et Bellingham va pouvoir lancer Mbappé dans la profondeur et Mbappé qui va ouvrir le score sur cette action. Ça y est, le Real a décidé de devenir une équipe moderne, c'est officiel, ils attaquent en 3-2-5. L'autre chose, hormis ce 3-2-5 qu'on retrouve encore ici, les 5 couloirs guardioliens, le double pivot, Güler-Chouameni, il va y avoir un autre principe moderne qui est utilisé maintenant par le Real, un principe qui est le principe fondamental du PSG de Luis Enrique, c'est l'exploitation de la largeur et surtout les changements d'aile. Là ici on a Carreras qui a le ballon, il va remettre vers l'arrière pour Huysen, Huysen qui remet à Güler, Güler qui remet à Carreras, Carreras qui donne à Vini qui colle vraiment la ligne de touche, Vini qui change d'aile, hop, qui va trouver Camavinga à l'opposé, Camavinga qui revient dans le cœur du jeu sur Valverde, Valverde repasse par Chouameni, un peu à la manière du PSG qui recule pour mieux percer, pareil, le Real va voir que là c'est un peu bouchonné, le Barça est bien organisé, il n'y a pas trop de solutions, Chouameni va pas hésiter à repasser par son gardien, et on relance une phase d'attaque, et on repart sur l'aile gauche. Huysen rechange d'aile encore vers Camavinga, donc le but c'est vraiment de déstabiliser le bloc barcelonais, de les faire bouger en permanence pour trouver des espaces. Camavinga qui revient ici sur Jude, et Jude qui va pouvoir lancer Valverde dans la profondeur, là la passe va être interceptée par Pedri, mais voilà, le Real qui arrive à manœuvrer le bloc du Barça et avoir des temps réels de possession, ce qui était vraiment pas du tout le cas l'année dernière. Là ici encore un exemple du changement d'aile, Huysen qui remet en une touche pour Vinicius, l'action se développe un peu, il y a des échanges entre Vinicius et Güler, ça revient sur Vini, Vini lance Carreras en profondeur, Carreras qui centre pareil au deuxième poteau, et là il va y avoir une très bonne situation de frappe pour Bellingham qui va frapper dans les bras du gardien.
Là ici, ben, c'est sur le but du 2-1, c'est pareil, hein, on a Güler sur ce coup franc qui va trouver Vinicius. Vinicius, pour vous montrer l'image, regardez à quel point il colle la ligne de touche, vraiment étirer le bloc au maximum, c'est le but du Real. Il va centrer deuxième poteau, ça tombe sur la tête d'Eder Militao, Bellingham est à la retombée, ça fait 2-1 pour le Real. Qui, bon, on va pas revenir sur les stats du match, hein, mais ce match il termine à 2-1, le score réel c'est plutôt 3 ou 4-1, facile. La pression, pas n'importe quand. Ça, on attendait beaucoup ça de Xabi Alonso. Hein, quand on a vu le Leverkusen de Xabi Alonso jouer, on s'était dit, ok, va-t-il réussir à faire du Real une équipe qui sait presser? Va-t-il réussir à le faire avec des individualités comme Mbappé et Vinicius, dont on avait des doutes sur leur capacité à être efficace dans des équipes de pression? Ben la pression, elle est pas n'importe quand. La pression du Real, elle est uniquement sur les sorties de balles barcelonaises très basses depuis leur camp. Uniquement quand le Barça est encore en bloc bas, le Real va se mettre en bloc haut et c'est pas une pression timide. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs du Real pour 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs barcelonais. Ils ont juste l'avantage numérique de la présence de leur gardien, mais c'est tout. Là ici, on le voit, c'est hyper compliqué pour le Barça de ressortir. Le Real ne faisait jamais ses phases de pression sur le match de l'année passée et même l'année passée tout court. Et ça change beaucoup de choses parce qu'en fait, là ici, ils vont poser des problèmes au Barça dans le build-up et ça change aussi des choses, je trouve, mentalement. Parce qu'en fait, dans le match de l'année dernière, le Barça, si on regarde tout le match, sur le build-up, quand ils partent de leur défense, le Real ne met aucune opposition. Donc, à chaque fois, ils sont assez sereins pour arriver jusqu'au milieu de terrain. Ils savent qu'ils vont pouvoir le faire pendant tout le match sereinement. Ce qui te permet de garder de l'énergie, des capacités de vision, etc., de la lucidité pour accomplir toutes les actions qui sont dans l'autre moitié de terrain. Là, ils sont sous pression dans leur propre moitié de terrain. Pendant tout le match, ça crée de la fatigue supplémentaire. Ils peuvent... S'ils ratent une passe dans cette situation-là, ça a des conséquences graves. Alors que dans le match de l'année dernière, bon ben les passes qu'ils rataient, c'était dans la surface du Real ou aux abords, ça n'a pas des conséquences immédiates très graves. Là ici, le Real leur propose une vraie opposition dès le départ. Un peu à l'image du coach du FC Séville qui avait dit « Si vous attendez ce Barça, ils vont vous détruire ». Ben le Real se met au diapason et décide de les presser véritablement. Franchement, la pression du Real, elle est vraiment énorme et le Barça a beaucoup de mal dans ce match à sortir le ballon. J'ai rarement vu le Barça galérer autant dans son build-up. Dans cette pression, l'élément principal que le Real a mis en place dans ce match, c'est le fait de cibler Pedri et de l'isoler. Ils ont complètement coupé Pedri du circuit de passe du build-up du Barça. Durant le match de l'année dernière, on retrouve plein de situations où Pedri il est comme ça, tout seul, face au jeu, avec 4-5 mètres d'écart avec le prochain joueur du Real, et il peut tout regarder, tout voir, et quand on laisse un tel chef d'orchestre dans ces conditions-là, bah forcément on se fait exploser. Là donc voilà, je vous ai mis 2-3 situations où Pedri dans le match aller, il a des ballons avec des boulevards devant lui, toute la vision devant lui, aucune pression. Il y en a vraiment plein, j'en ai pris 3-4, mais il y en avait encore plus. Là par contre, rien à voir. Regardez ici dans le build-up du Barça, le Barça va essayer de sortir, Pedri, hop, la ligne de passe, elle est coupée ici. Il va essayer de se démarquer pour chercher le ballon, Pedri, mais regardez ce que le Real va l'obliger à faire. Là ici, pareil, la ligne de passe, elle est complexe, il est pressé dans le dos, il y a quelqu'un qui arrive vite derrière lui, le Barça qui décale côté. Pedri qui continue toujours à essayer d'être influent, de chercher le ballon, il redescend de plus en plus bas. Finalement, il n'y a toujours pas de ligne de passe possible pour lui, il va carrément devoir sur cette action aller s'excentrer, regardez, c'est lui là toujours, et il va toucher le ballon finalement ici dans cette zone, mais ça c'est pas du tout pareil d'avoir un Pedri qui touche le ballon dans cette zone, et au moment du temps de passe, il est dos au jeu, que un Pedri qui serait ici dans l'axe et qui a les yeux vers tout l'avant du terrain et qui peut balancer ses ballons vers Yamal, Rafinha, etc. Bon là il n'y avait pas Rafinha ce jour-là, mais Rashford. C'est pas la même situation, et là carrément ça va aboutir à quelque chose de très rare, carrément une perte de balle de Pedri. Il va se faire prendre le ballon par Camavinga sur le pressing, et ça va générer ensuite une action pour le Real. Donc vraiment un Pedri isolé et un Barça vraiment mis à mal par cette tactique-là. Et ça va donner des idées à beaucoup d'équipes qui vont affronter le Barça dorénavant. L'an 2 de Flick, pas simple. Je vais pas revenir spécialement sur la prestation de Kylian Mbappé qui est monstrueuse, je pense qu'il y a déjà eu assez de personnes qui l'ont souligné, mais moi le joueur que j'avais envie de mettre en lumière dans ce match, c'est vraiment Tchouaméni, qui pour moi prend une nouvelle dimension. Xabi Alonso ne cesse de répéter depuis le début de saison l'importance fondamentale que Tchouaméni a pour lui. Honnêtement, au début, je croyais que c'était un petit peu pour booster sa confiance parce qu'il savait que dans ce secteur-là de jeu, il y avait des blessés, etc. et qu'il n'était pas forcément totalement franc dans ses déclarations. Mais là, je commence à comprendre qu'en fait, si. Tchouaméni, c'est une pièce essentielle de ce Real pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est devenu le roi, le dieu, appelez ça comme vous voulez, de l'interligne. C'est incroyable le boulot qu'il fait dans l'interligne. Donc l'interligne, c'est l'espace entre la ligne défensive du Real et la ligne du milieu. Tchouaméni, il se situe tout le temps dans cet espace-là
et il coupe toute possibilité pour l'équipe adverse, là en l'occurrence pour le Barça. Il va gérer cet espace de façon à ce que le Barça ne puisse jamais de tout le match combiner à l'intérieur. Là ici on le voit en maître à défendre, il donne les instructions, il observe bien le déplacement des joueurs du Barça. Là ici il y a un espace qui se libère dans l'interligne, il y a peut-être un joueur du Barça qui est en train de plonger. Tchouaméni, il a les yeux dessus, il va aller couvrir mais il va faire démarrer sa course un peu dernier moment et bim, il va récupérer le ballon dans les pieds du numéro 24, je sais plus qui c'est. Et il va amorcer ensuite une phase de relance. Donc il est présent défensivement essentiel pour couper les espaces dans l'interligne. Mais pas que. Il est aussi redevenu sous Xabi Alonso, ce qu'il avait un peu perdu, je trouve, sous Carlo Ancelotti. Et bon, Tchouaméni, moi je le connais bien, hein. Tchouaméni, ex-joueur de l'AS Monaco, club dont je suis supporter. Et Tchouaméni à Monaco, ce que j'aimais énormément, c'est que c'était un vrai joueur box-to-box. Et au Real, je trouve que ça avait un peu disparu, qu'il était cantonné à des tâches beaucoup plus défensives, un peu à l'image de ce qu'il fait en équipe de France. Là maintenant, il est aussi impliqué dans les phases de projection vers le but adverse. Comme on le voit ici, il se projette, il récupère le ballon, hop, et il va pouvoir lancer en profondeur Kylian Mbappé. Donc un Tchouaméni qui maintenant est utilisé dans un système qui fait briller au maximum toutes ses qualités. C'est top pour le Real et c'est top pour l'équipe de France d'avoir ça. D'autant plus que pareil, hein, je parlerai pas du match de Camavinga, mais c'est un match très positif pour lui aussi. Et ce double pivot Tchouaméni-Camavinga, c'est peut-être une des solutions aussi pour le DF. Voilà, hein, 8 récupérations sur ce match, 4 duels remportés sur 5. Bref, très gros match de Tchouaméni contre le Barça. Les doutes du Barça. On a beaucoup fait le focus Real, mais c'est normal. C'est eux qui ont changé le plus de choses par rapport à l'année passée. Le Barça, maintenant, on connaît bien comment ça joue. Mais il y a des changements par rapport à l'année dernière. Et moi, je vois une équipe qui doute et qui n'applique plus les principes flickiens à la lettre comme elle le faisait auparavant. Le plus choquant, c'est vraiment le rôle de Koundé sur ce match. Là, ici, le Real est en train de relancer. Koundé, tous les jours, normalement, il viendrait ici, sur Carreras, mettre une pression. De Jong, j'aurais pu l'entourer ici aussi. C'est pas normal qu'il soit aussi loin de Güler. C'est quoi ça? Là, je reconnais pas le Barça. Le Barça est en train de presser, là, à 3, voire 4. Mais même Rashford, il est loin. Il est où le pressing barcelonais de l'année passée? Je ne comprends pas. Sur cette action, regardez, Koundé, carrément, il va même pas sur Carreras, carrément. Il court vers son but. Vraiment, ça, on voyait jamais ça l'année passée. Ici, du coup, Vinicius va pouvoir être trouvé. Voilà, Koundé, il est là, il est même plus aligné vraiment. Et il est même pas venu mettre la pression sur Vinicius. Et on sent la crainte de ce que Vinicius peut faire, peut créer, etc. Et Carreras va passer tout son match dans un fauteuil. Carreras va toujours être la solution libre pour le Real pour relancer depuis bas sans difficulté. Là, ici, c'est pareil. Le Real qui veut ressortir. Il y a un trou de dingue ici. Tchouaméni est libre là. Güler est libre là. Yamal est pas vraiment au pressing sur Carreras. Le ballon va être trouvé. Koundé est absent de l'image. C'est trop facile. Ils sont en supériorité numérique systématiquement. Le pressing du Barça, il sert à rien. Güler, là, ici, va pouvoir ressortir sur Carreras. Là, il manque Koundé encore une fois, mais il pourrait même ressortir sur Tchouaméni. Le pressing du Barça est désordonné, il n'y a que 4 joueurs quand on en voyait régulièrement 6 l'année passée. Ça, j'ai vraiment pas compris ce changement-là sur ce match. Ça, c'est Barça de l'année dernière, voilà. Koundé, il est là. Il est ici, il est au pressing sur Ferland Mendy qui vraiment s'était fait bully pendant ce match, c'était une boucherie. Là, une autre phase de relance du Real, voilà, hein, ils sont obligés de taper loin. Il y a 4 joueurs du Barça proches ici, la solution de passe vers le latéral, elle est complètement coupée par Koundé. Ça, c'est le Barça 24-25. Ce Barça 25-26 contre le Real, ils ont pas fait ça pendant tous les matchs, mais contre le Real, ça fait un peu peur pour eux, parce que s'ils commencent à douter de ce qu'ils font, vu la difficulté du plan de jeu qu'ils ont, s'il y a des doutes, ça risque de fissurer dans tous les sens. Les solutions innovantes pour le Barça, qu'est-ce qu'on a vu dans ce match qu'on n'avait pas trop vu auparavant? On a vu Yamal, cœur du jeu, en 10, et surtout même limite côté gauche, ce qu'on voit vraiment quasiment jamais. J'imagine que l'idée de ça c'était bon, ok, vous avez isolé Pedri, et ben on va mettre 2 joueurs créatifs dans le milieu, vous pourrez pas nous isoler les deux. Là ici Yamal va être trouvé, et il va faire cette superbe passe pour Koundé, vous en souvenez à la 88e, Koundé qui fait un contrôle poitrine un peu trop long, ça aurait pu être très dangereux. Ça c'est une des solutions. La deuxième, je suis pas convaincu que ce soit une solution vraiment à long terme, c'est Aroro en 9. Ok, bon, je comprends, c'est un peu dans l'idée du Maguire en 9 aussi, comme Manchester United peut le faire de temps en temps, mais bon, c'est pas hyper durable, et là voilà, t'as remplacé Ferran Torres par Aroro. Ok. Une solution qui peut-être, elle, est un peu plus viable et durable, et va peut-être être retestée, c'est De Jong en centrale. On sait qu'il y a beaucoup de problèmes dans la charnière centrale du Barça depuis le départ d'Inigo Martinez, que Koubarsi pour l'instant n'est pas sur une bonne saison, Carroro a fait des matchs catastrophiques, qu'Eric Garcia est à peu près le seul qui donne satisfaction. Pourquoi pas tester peut-être De Jong dans ce secteur-là de jeu, sachant qu'au milieu de terrain, c'est pas une grande perte de De Jong, parce que derrière t'as quand même Casado et Bernal,
qui ont tous les deux montré la saison passée qu'ils avaient les capacités de se mettre au niveau de cette équipe du Barça. Donc pourquoi pas tester ça, De Jong en centrale, à voir. C'est tout ce que je voulais montrer pour cette analyse. Le Real semble bien parti pour faire champion d'Espagne. Le Barça a beaucoup plus de problèmes à régler. Il y a une fenêtre de mercato hivernal qui pourrait peut-être un peu rééquilibrer tout ça. Là, en l'état, on a du mal à imaginer le Barça réussir à concurrencer ce Real sur toute cette saison en Liga. Mais le foot, ça va vite. J'ai fait le tour d'une partie des éléments que je trouvais intéressants, mais évidemment, il y en a encore tout un tas d'autres. Je compte sur vous dans les commentaires pour m'en partager, me dire ce que vous avez pensé de ce match, si vous voyez le Barça rebondir assez vite et retrouver son standing habituel, avec le retour de Rafinha, qui est évidemment un élément hyper important de cette équipe. Bref, dites-moi tout ça dans les commentaires. On se retrouve dimanche pour l'émission 20h30 comme d'habitude, et puis sinon pour une nouvelle analyse la semaine prochaine. Ciao!